va y aller. Bienvenue dans l'Africa Newsroom. En cette semaine spéciale syndicale, le dossier du jour sera consacré au rôle des syndicats burkinabés en cette période de transition et au sommaire également de cette émission défection au sein de la CENI. Au Burundi, marche contre le réchauffement climatique. Au Sénégal, nous verrons que l'évasion fiscale des multinationales coûte très très cher à l'Afrique. Et puis enfin, focus sur les IDE, les investissements directs étrangers qui ont bondi de 136% en peu de temps sur le continent africain. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Notre invité, secrétaire général du CDP Section France, Joël Compaoré. Monsieur Compaoré, bienvenue. Merci, je vous remercie de nous avoir invités. Merci. Et nos éditorialistes, Joël Monouy. Joël, bienvenue. Bonsoir Amira, bonsoir à nos téléspectateurs. Et Samuel Ngembok. Samuel, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir. Et tout de suite, c'est l'info du jour. C'est désormais confirmé, un deuxième membre de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI au Burundi, a démissionné ce 2 juin, un événement qui fragilise encore plus la stabilité politique du pays. Arwa Barkala. Ils ne sont plus que 3 sur 5 à siéger à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante du Burundi. Spes Caritas Ndirunkeye, vice-présidente de la CENI, et Illuminata Dabangamiye ont fait part de leur démission au président de la commission. Faisant acte de leur décision, les 2 femmes ont décidé de s'exiler au Rwanda, révélant dans 2 lettres envoyées au président Pierre Nkurunziza la pression dont elles auraient fait l'objet depuis le début de la crise. Un nouveau coup de théâtre dans la vie politique du Burundi, alors que le pays s'apprête à voter pour les élections communales et législatives le 5 juin prochain. Briguer le 3e mandat signifie quoi? Signifie piétiner sur la Constitution, piétiner sur les accords d'Arusha. Alors à ce moment, si vous piétinez sur les lois burundaises, c'est-à-dire que là aussi vous piétinez sur les droits de l'homme. Alors nous sommes là pour défendre ces lois, défendre la Constitution, défendre les accords d'Arusha pour que les droits de la personne humaine, pour que les droits des Burundais quand même soient respectés. À l'instar des 2 anciennes membres de la CENI du Burundi, de plus en plus de Burundais fuient leur pays. Ils sont plus de 50 000 Burundais à s'être réfugiés en République démocratique du Congo, en Tanzanie et au Rwanda. Le pays, aux 1000 collines, accueille depuis le 31 mars dernier environ 25 000 réfugiés burundais. Une situation qui alarme la communauté internationale et les ONG, d'autant que le Parlement doit désigner avant le vendredi 5 juin 2 nouveaux membres de la Commission. L'idée du report des élections se fait de plus en plus pressant. Si le président de la République a mis en garde toute personne qui tentera de faire un coup d'État, c'est normal et même nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous ne sommes pas pour les coups d'État parce que les coups d'État sont contre la démocratie, c'est contre même les droits de la personne humaine, alors que nous sommes là pour la démocratie, pour les droits de la personne humaine. En attendant un éventuel report des élections du 5 juin, exigé par la communauté internationale, les opposants à un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza ont de nouveau défié la police ce mardi à Bujumbura. Depuis le début de ce bras de fer entre manifestants et le pouvoir, le pays tourne au ralenti. Les petits commerçants peinent à ouvrir, de peur d'être les victimes collatérales des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants, et les écoles n'ont toujours pas réouvert. Joël, 2 membres de la CENI qui démissionnent, ça paraît d'autant plus compliqué d'aller aux élections le 5 juin. Exactement, d'autant que ça va poser une problématique, on va dire, constitutionnelle, c'est-à-dire que pour que cette institution puisse prendre une décision, elle doit avoir une majorité qualifiée à 4 voix. Or, se retrouvant avec 3 membres, elles vont effectivement avoir une grosse difficulté, indépendamment du fait que si la CENI n'est pas entièrement constituée, se posent des problématiques d'impartialité, comme l'indiquait le défenseur des droits de l'homme, et d'une atteinte à l'indépendance des élections. Alors Samuel, où on en est justement au niveau de ces élections? Parce que la communauté d'Afrique de l'Ouest a demandé le rapport d'1 mois et demi. Bujumbura s'est dit prête, mais pour l'instant on est un peu dans le flou. Oui, on est dans le flou et le président Pierre Nkurunziza maintient sa décision d'aller aux élections. La communauté des États d'Afrique de l'Est a sensibilisé ce dernier à revoir sa copie, à prendre en considération
toutes les plaintes et toutes les manifestations qui ont cours dans son pays, malheureusement, il n'a pas l'air de changer de position. Malheureusement, la situation est dramatique sur le terrain parce que ni la société civile, encore moins l'opposition, n'a un pouvoir politique considérable pour faire face à cette décision prise par Pierre Nkurunziza. La seule alternative crédible pour que Pierre Nkurunziza puisse revenir sur ses pas, c'est la communauté internationale. La communauté des États de l'Afrique de l'Est a essayé de jouer son rôle, mais celle-ci n'a pas un pouvoir politique considérable. L'Union africaine non plus n'a pas la possibilité d'agir et de faire infléchir Pierre Nkurunziza sur cette décision. Il faut maintenant qu'il y ait une claire mobilisation internationale. Malheureusement, c'est déjà un peu le cas quand même. Ce qui est le cas, malheureusement, au niveau opérationnel, on ne voit pas un pouvoir de contrainte se profiler à l'horizon. La Belgique a déjà prévu de couper l'aide au Burundi, l'Union européenne également. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Tout à fait. La Belgique doit le faire, l'Union européenne doit le faire. Simplement, il ne faut pas que ces décisions restent purement et simplement déclaratoires. Il faut que Pierre Nkurunziza sache et ressente cette menace peser sur ses épaules afin de revenir. Parce que s'il ne sent pas ces menaces peser sur ses épaules, alors il ne reviendra pas sur ses pas. Alors, Joël, on l'a vu, un report d'1 mois et demi, c'est ce qui a été proposé par la communauté des États d'Afrique de l'Est. Est-ce que c'est suffisant? Alors, ce délai paraît, à mon avis, relativement faible, compte tenu des difficultés rencontrées compte tenu de l'importance de l'opposition et des difficultés sur le terrain. Je pense qu'un report d'au moins 6 mois serait à minima envisageable pour qu'on puisse avoir des élections électorales qui permettent d'assurer l'impartialité, l'indépendance et un socle constitutionnel de base pour les différents électeurs. Alors Samuel, où en est le dialogue entre opposants et pouvoir? Parce qu'il y a un problème entre ces deux partis. On a envie que ces deux partis se mettent autour de la table pour discuter. Or, a priori, ce n'est pas vraiment le cas. Justement, c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de la responsabilité de la communauté internationale. C'est bien de prendre des décisions en termes de menaces, en termes de sanctions. Mais encore faut-il qu'il y ait un dialogue international qui soit développé. Et pour ça, il faut une médiation. Il faut quelqu'un qui puisse décider de mettre sur la table, de réunir sur la même table le pouvoir, la majorité présidentielle. Et je pense qu'il y a des pays qui peuvent jouer ce rôle. Maintenant, il faut un courage politique pour cela. Il y a par exemple la Tanzanie qui peut très bien amener Pierre Nkurunziza à comprendre un certain nombre de choses. Mais il ne faut pas qu'il soit seul. Il faut qu'il soit soutenu par l'Union africaine. Et là, les règles en matière de diplomatie sont claires là-dessus. Il faut peut-être que l'Union africaine se saisisse de l'affaire burundaise et puisse décider de mettre en place un médiateur qui permette de réunir sur la même table l'opposition et la majorité présidentielle. Merci Samuel. Les populations dakaroises ont montré leur intérêt pour la préservation de l'environnement à travers une marche qui a été organisée ce 31 mai. Elles ont dénoncé la consommation des énergies fossiles et l'action de l'homme sur l'environnement. Les randonneurs plaident pour les énergies vertes et appellent à la responsabilité de chaque citoyen dans la lutte contre le changement climatique. Idlet Mirabel Bissou. Les changements climatiques, une préoccupation nationale au Sénégal. Les activités humaines liées à l'émission de gaz à effet de serre ont largement contribué à dégrader l'environnement ces dernières années. Les zones côtières du Sénégal sont parmi les plus vulnérables aux effets du changement climatique. À Dakar, les populations ont marché pour faire part de leurs inquiétudes face au réchauffement climatique. Normalement, on voit que le changement climatique, on ne peut plus l'arrêter. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Seulement ici, dans la région de Dakar, on a 2 millions de personnes qui sont affectées par cette question-là des inondations. Même si notre responsabilité est limitée, nous voulons maintenir intacts nos objectifs quantitatifs et qualitatifs de croissance et de développement, tout en conservant à améliorer notre cadre de vie. Entre 2000 et 2012, les dommages et pertes économiques dus au changement climatique au Sénégal ont été chiffrés à 200 milliards de dollars par an. Le secteur privé a perdu 130 milliards de dollars, alors que l'Afrique produit moins de 4% des gaz polluants dans le monde. La consommation des énergies fossiles est devenue pour les écologistes un poison pour l'environnement.
Pourtant, l'accès aux énergies vertes demande des infrastructures adaptées. Aujourd'hui, 70% de la population africaine n'a pas accès à l'énergie, alors que le potentiel énergétique est là. On a le soleil, on a le vent, on a l'hydroélectricité. Donc pour nous, il faut un mouvement en faveur des énergies renouvelables, mais également dire non aux énergies fossiles qui augmentent la pollution, qui plombent nos économies. C'était également pour dire que l'Afrique demande la justice climatique. Sécheresse, inondations, hausse du niveau de la mer, le tableau est inquiétant pour le Sénégal en particulier et le monde en général. Il devient donc urgent, selon les écologistes, de gérer les ressources énergétiques tout en préservant l'environnement pour les générations futures. Sénégal. Pardon. Samuel, est-ce qu'on peut parler d'un phénomène très critique pour le Sénégal ? Oui, c'est un phénomène très critique pour le Sénégal, c'est d'autant plus que parmi les 10 pays les plus vulnérables, les plus menacés par le réchauffement climatique, le Sénégal figure parmi ces pays-là. Et au-delà même du Sénégal, 6 des 10 pays qui sont menacés par le réchauffement climatique se retrouvent en Afrique, notamment ceux sur la colonne du golfe de Guinée. Donc la situation au Sénégal est fortement préoccupante. Il faut que les dirigeants... Je pense que les dirigeants font ce qu'ils peuvent, mais il faut maintenant qu'il y ait une collaboration entre les pays producteurs ou émetteurs de gaz à effet de serre et les pays au sud, notamment en Afrique au sud du Sahara, pour que l'Afrique puisse prendre des mesures. Ou alors ça veut dire que c'est l'Occident qui est responsable aujourd'hui ? C'est pas seulement l'Occident. De toutes les façons, je pense que la problématique ne doit pas se poser en termes de ceux qui polluent plus et ceux qui subissent. La problématique la plus intéressante, à mon sens, c'est de voir comment prévenir ces réchauffements, puisque les pays... On prévient en sachant qu'ils polluent. Oui, on sait qu'ils polluent, mais maintenant, si eux, ils doivent polluer parce que leurs économies sont dépendantes aux matières qu'ils utilisent, on ne va pas les empêcher de ne plus produire. Simplement, il faut que les Africains puissent trouver des solutions à leur niveau. Parce qu'ils vivent déjà ce réchauffement climatique. Ils sont menacés. Ils sont menacés par les inondations, ils sont menacés par la sécheresse. Le Sénégal est menacé régulièrement par la sécheresse. Et donc, ils ne peuvent pas croiser les bras face à des pays qui restent dépendants de certaines productions qui polluent plus que les autres. Parce que, Joël, au Sénégal, il y a même des villages qui sont menacés de disparition. Effectivement. Alors la grosse difficulté consiste principalement toute la zone côtière qui va avoir des problèmes dans les années à venir avec l'élévation du niveau de la mer. Donc la conséquence directe, c'est l'érosion de tout l'écosystème marin et la perte de revenus pour toute l'industrie côtière notamment. Mais cette incidence ne concerne pas uniquement ces villes et concernent l'intégralité de la population, notamment parce qu'on pense à l'élévation du niveau de la mer, mais il peut y avoir aussi les problématiques de sécheresse et toutes les problématiques d'ordre général, inondations, liées aux problèmes climatiques. Alors Samuel, on salue tout de même cette manifestation organisée par les Dakarois, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément fréquent en Afrique de voir des manifestations en faveur de la cause environnementale. Oui, c'est clair qu'il y a une société civile qui est en forte expansion sur le continent, mais une société civile favorable à la protection de l'environnement n'a pas encore pris le même élan que les autres organisations de la société civile. Donc, clairement, ce que les organisations de la société civile sénégalaise font pour protéger l'environnement et militer contre le réchauffement climatique est fortement à saluer. Joël, est-ce que vous pensez que nos États africains se préoccupent assez de la préservation de notre planète ? Je pense que c'est une problématique qui est assez récente. Effectivement, avant, ce n'était pas forcément une préoccupation, d'autant que les problématiques de climat n'étaient peut-être pas aussi mises en valeur qu'actuellement. Mais il y a un certain nombre d'actions, je pense, qui se mettent en place. Les États, effectivement, s'éveillent à cette conscience et ils sont aidés par certains organismes. J'ai relevé une action que je trouvais assez
assez intéressantes, notamment concernant les big data, qui mettaient en place, et ça concerne notamment le Sénégal, une cartographie précise des récoltes à venir, afin de venir en amont pour préciser, alors ils indiquaient jusqu'à 6 mois à l'avance, la survenance de sécheresse, par exemple. Donc typiquement, ce sont ce type de programme qu'il faut mettre en place en collaboration avec tous les acteurs qui seront de bonne volonté pour pouvoir faire avancer ces difficultés. Monsieur Compaoré ? Oui, moi je dirais qu'au Burkina, par contre, les problèmes environnementaux ont déjà été pris en compte, et il y a de cela depuis 30 ans. Et il faut dire que les politiques qui sont mises en œuvre au niveau du Burkina sont des politiques qui ont montré leurs preuves, notamment contre l'avancée du désert. Vous n'êtes pas sans savoir, sans ignorer que le Burkina est un pays sahélien. Et toute politique environnementale ne pourra vraiment avoir un impact considérable sur le devenir de nos nations si l'Afrique ne réussit pas à parler d'une seule voix. Parce qu'après les accords de Kyoto, nous arrivons en France, ici, à la fin de l'année, à des renégociations sur ces accords sur le climat. Il faudrait que l'Afrique puisse parler d'une seule voix pour pouvoir peser au niveau des concerts des nations. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. À tout de suite.